l'Algérie vient de pondre un communiqué. Parce que l'Algérie est tellement contente de ce qui s'est passé le 25. L'Algérie est tellement contente que l'armée malienne ait subi des pertes en vies humaines que l'Algérie sort maintenant pour parler. L'Algérie a parlé. J'ai ça ici. Mais, Dieu merci, à peine j'ai parlé, l'AES est rentré en danse. La force, la puissance de feu que les terroristes n'ont jamais vu de toute leur existence, l'AES a mis sa marche depuis hier. J'ai lancé un appel, je vous en prie. Vous pouvez vous attaquer à Keïta, mais vous ne serez jamais l'égal de Keïta. Parce que Dieu fait porter la voix de Keïta là où vous ne serez jamais capable d'avoir votre voix même au seuil même de ces portes-là. Quand j'ai demandé aux télévisions des 3 pays de travailler en synergie, qui a eu cette intelligence-là? C'est Keïta. Est-ce que ça se fait aujourd'hui, oui ou non? Vous n'avez qu'à le regarder la télévision burkinabé pour vous rendre compte que le Burkina a déjà commencé à travailler en synergie. Par moment, j'ai dit, est-ce que je ne devais pas être burkinabé? Il faut que je demande la nationalité burkinabé. Parce que la burkinabé, là, je vous jure, hein, ça dit qu'on se comprend trop, on se complète. Hein? Alors, dites au capitaine que je suis en train de préparer ma demande de nationalité pour devenir burkinabé, en plus d'être malien. Parce que les burkinabés, là, ils sont trop... Je dis, demain matin, tu vois, ils font. RTB a commencé à travailler avec le RTM au Mali. Vous n'avez qu'à le regarder. Les Burkinabés, vous qui êtes au Burkina, vous savez très bien. On fait passer notre en direct sur la télévision. C'est ça que nous voulons. Ce n'est pas tout. La puissance de feu. Le Burkina et le Mali ont envoyé les terroristes en enfer. Tout ce que vous avez vu là, ils ont une vidéo de 50 secondes, je crois, où c'est écrit en arabe là. Tous ceux qui étaient là-bas, là, arrêtés à côté du bled chinois malien là. Hein? Et ils sont tous partis en enfer. Personne, il n'y a même pas un parmi eux qui vit aux autres. Et tous sont partis en enfer. Et tous. On les a tous envoyés aller au repos éternel. D'après ça de Camara, ils sont tous allés au repos éternel. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on va ginzer. Mais d'ici là, permettons à cette belle dame de continuer à nous bercer avec cette mélodie. Merci Awa. Toute la gloire à Dieu. Merci Awa. Oh là là, j'ai même pas envie d'arrêter tellement sa voix berce. Merci Awa. Alors, vous avez pu voir en intro Sahel Media, qui est pour Keïta, et puis Dania TV. Nous sommes arrivés à un point où certainement vous allez commencer à voir sur la plateforme digitale de Dania TV, vous allez commencer à voir Keïta, donc le promoteur, le propriétaire, le responsable, là, celui qui a payé et qui a mis tout le studio. Il a tout payé de sa propre poche. Il a souhaité qu'on puisse collaborer. Donc, on a déjà arrêté les contours de notre collaboration. Maintenant, il s'agit que moi-même, je commence. Donc, c'est moi qui l'attends maintenant. Sinon, tout est OK. Le principe, il est acquis. Alors, certainement, de temps en temps, vous allez me voir dans un studio, souvent à la maison. Donc, quand ce sera dans le studio, ce sera dans le studio de Dania TV. Bon, on est en train de réfléchir s'il faut changer ou garder le même nom. On va voir. Hein, OK. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Sahel Media va revenir. On va travailler en force. Donc, beaucoup de mes publications, vous allez les voir aussi sur sa page, n'est-ce pas, sur YouTube. Voilà. Donc, il va les publier beaucoup. Et puis, on va travailler aussi
Pour que cette voix, je vous ai dit, on a besoin d'une voix officielle pour que nous aussi nous soyons entendus. Alors, quand Dieu fait ces choses, il sait très bien pourquoi il fait les choses. Hein? L'homme peut être pressé, mais comme Laurent Gbagbo aime le dit, le temps était notre nom de Dieu. Alors, merci à toutes. Installez-vous. Préparez pourtant pour m'avoter hier. Mais avant, il y a ce communiqué-là que je voudrais lire rapidement au nom du groupe, tous les groupes de Fatmata Batoulignan. C'est un communiqué qui émane d'abord de, permettez-moi de faire un grand ministère des Transports et des Infrastructures, secrétariat général, Agence nationale de la météorologie, Mali Météo. Alors, c'est le numéro 2024-00001, Mali Météo. Communiqué de l'Agence nationale de la météorologie, Mali Météo. Alerte météorologique, alors, la période du 30 juillet au 6 août, c'est-à-dire hier, aujourd'hui jusqu'au 6 août 2024, la situation météorologique se caractérise comme suit. Le ciel sera nuageux, ouais, je crois, localement couvert sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Taoudéni, de Kidal, où il sera clair et peu nuageux. Alors, des activités pluvieuses, c'est ça, ouais, pluvieuses orageuses d'intensité modérée à forte se produiront sur l'ensemble du pays, excepté l'extrême nord de la région de Taoudéni. Des quantités importantes de pluie sont attendues par endroits au cours de la dite période. Voilà, donc ce que ici la météo nous dit, l'agence, du 30, c'est-à-dire depuis hier jusqu'au 6 août, le Mali sera caractérisé par la météorologie, hein, si vous voulez, par de fortes pluies par endroits, à l'exception par moment de Kidal, de Taoudéni, mais sur l'ensemble du territoire, on aura de fortes pluies. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois même hier, si je ne me trompe pas, hier ou avant-hier, déjà dans la région de, non pas dans la commune ici, pas loin de Dukoroni, c'est-à-dire Sebeni-Kourou, il avait tellement plu qu'il y avait des inondations partout. Alors vous voyez, c'est ce qui explique un peu. Quand vous voyez des dégénérés, des ratés, des pervers, ce idiot qui se fait appeler politologue alors qu'il ne sait même pas écrire correctement son propre nom en français, l'idiot qui est de l'autre côté là-bas qui s'est attaqué à cette dame. Alors, c'est le mouvement Ambico qui m'a envoyé ce communiqué, c'est-à-dire la cellule de communication de Fatmata Batulina qui m'a envoyé ce communiqué. Alors, vous voyez, quand elle va dans les quartiers et puis essayer de nettoyer les caniveaux, faire de la place pour que l'eau puisse couler, on s'attaque à elle. La dernière fois, je lui disais que ça fait honte que l'ORTM est incapable aujourd'hui de... C'est-à-dire que l'ORTM se dit, si on va couvrir les événements de Fatmata Batouli et qu'elle ne nous a pas invités alors qu'elle doit payer, alors vous voyez comment l'ORTM, la direction de l'ORTM, vous voyez comment ils sont moralement décadents. Je dis bien, ils sont moralement décadents. Ce que Fatmata fait sauve des vies. Est-ce que l'ORTM est en mesure moralement de comprendre ça? Parce qu'ils voient tout en termes d'argent. Mais ici, le mouvement ne fait pas de ne fait pas de la promotion, ne fait pas c'est pas un gain d'argent, mais c'est plutôt une aide qu'elle apporte à certains riverains dans certaines communes, le district de Bamako, comme dans les régions ou départements, dans l'ensemble du Mali, sur l'ensemble du territoire. Leur thème est incapable de dire attention, voilà quelqu'un qui est en train de faire quelque chose d'important et de vraiment de vital pour sauver des vies. Alors comment on peut, nous aussi, en tant que médias d'État, comment nous pouvons l'accompagner? Ça c'est compliqué pour leur thème, ils ne le feront pas. Même s'ils ont l'intelligence, ils vont voir tout de suite le mauvais côté. Ah, elle ne nous a pas contacté, elle n'a pas donné l'argent. Mais les gens oublient. Par moment, la justice dit, le procureur s'est auto-saisi d'un dossier. C'est parce que le procureur juge que c'est important de s'auto-saisir, mais
L'ERTM, ils n'ont pas cette intelligence, cette moralité, ce civisme, ce patriotisme malien. À l'ERTM, ça n'existe pas. Donc, s'ils vont soutenir Fatoumata, c'est faire sa promotion, c'est faire sa publicité. Mais, attendez, soutenir son action qui sauve des vies, est-ce que c'est ça qui est important ou c'est votre petite conception malade de calculer des petits gains? Mais même avec ça encore, le gouvernement est obligé de vous soutenir. Parce que vous n'êtes même pas rentable au niveau de l'ERTM. Il y a des subventions. Si vous étiez rentable, je pourrais comprendre ça. Accompagner Batuli, vous ne pouvez pas. Accompagner ce qu'elle fait, vous ne pouvez pas. Mais vous servez à quoi à l'ERTM? Quand je dis à Simi, il faut chasser le directeur de l'ERTM, monsieur le président, à cause de Dieu, il faut chasser le directeur de l'ERTM, avec le directeur des projets. Ils ne sont pas à la hauteur, ils ne comprennent pas ce que c'est que le patriotisme. Ils ne savent même pas ce que c'est que venir en aide au peuple malien. Monsieur le président, si ce n'est pas la distraction, ils servent à quoi? Parce que bon débat politique, ils ne peuvent pas. Bonne couverture médiatique, ils ne peuvent pas. La riposte communicationnelle, ils ne peuvent pas. Mais ils servent à quoi? Il faut les chasser. Monsieur le président, vous avez limogé un ministre il n'y a pas longtemps. Le ministre de l'Agriculture. Mais le directeur de l'ERTM ne fait pas monsieur le président. À cause de Dieu, il faut le limoger. Pardon. Monsieur le président, Assimi Goïta, ça va aller à Gengaboui, mon Blanol. Parce qu'il ne connaît pas visiblement son travail. Alors, regardez ce du Koro. Et regardez ce que le mouvement Biko fait. Alors, quand vous regardez ce qui se passe à Sébédikoro, et puis vous regardez les quartiers où Ambiko est déjà passé, est-ce que vous avez une seule fois vu là où Ambiko est passé, et puis on dit il y a inondation là-bas? Il n'y en a pas. Partout où elle passe, elle déblaye, elle nettoie. Alors, aujourd'hui, on nous parle de la météo. La météo, c'est pour nous avertir qu'il y aura la pluie. Ça nous permet de mieux nous préparer. Ça nous permet d'anticiper certaines choses. Ça nous permet soit de remettre à plus tard certaines activités qu'on avait programmées. C'est en cela que j'ai dit la dernière fois que c'est vraiment déplorable que les forces armées maliennes ne travaillent pas à la météo. Parce que si on travaille à la météo, peut-être ce qui nous est arrivé la dernière fois, je ne dis pas que ce ne serait pas arrivé, mais peut-être avec moins de pertes en vie humaine si l'armée travaille. Alors, j'interpelle le ministre de la Défense, Sadio Kamara, j'interpelle l'état-major des forces armées, et du Mali et du Sahel, de travailler avec la météo. Surtout dans les régions où on a des activités intenses, des activités militaires intenses, qu'on travaille avec la météo, que la météo nous donne des précisions pour que l'armée puisse correctement et véritablement faire son travail. Donc, faites beaucoup attention. Il s'agit alors, il faut suivre la météo au quotidien. Ce que je dis ici est valable pour l'armée. C'est valable pour l'état-major des 3 forces armées dans le Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger. Il faut suivre les bulletins météo au quotidien, que chacun surveille la météorologie. Si vous avez des informations importantes sur la météo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez partager avec moi ou vous pouvez partager sur ma page pour permettre à d'autres personnes d'être informées. Peut-être que votre page, vous ne pouvez pas atteindre un grand nombre de personnes, mais sur ma page, vous pouvez atteindre un grand nombre de personnes. Donc, si vous avez des informations sur la météo qui peuvent sauver des vies, partagez sur ma page. Cela permettra à beaucoup de personnes de pouvoir, n'est-ce pas, recevoir ces informations-là à temps. OK? Voilà. Il faut aussi s'abriter dans les zones de haut risque et d'inondation. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, quand vous savez que la pluie va venir et que l'inondation, c'est-à-dire que la montée d'eau sera importante, 1 mètre, 2 mètres, donc faire en sorte que vous ne soyez pas dans des zones à risque. Faisons beaucoup attention et suivons, évitez de cultiver dans les zones de bas-fonds et puis évitez de s'abriter sous les grands arbres lorsqu'il pleut. Alors dans les bas-fonds, évidemment, avec les inondations, il y a des risques de perte en vie humaine. Donc il faut faire beaucoup attention. Et surtout, sous les grands arbres, c'est dangereux à cause de quoi? Le tonnerre, les éclairs. OK? Et de faire beaucoup attention aux téléphones qu'on utilise pendant les pluies. Une fois que les éclairs commencent, si vous pouvez éteindre vos téléphones, vous les éteignez. Ne vous mettez pas sous les, comment on appelle ça, sous des poteaux à haute tension aussi, parce que l'éclair aussi peut provoquer là-bas des chocs, et puis ça peut causer vraiment des dommages. Donc faites en sorte, je vous en prie, de garder un esprit, de rester très très alerte, très averti, et de faire beaucoup attention. Bon, la météo dit jusqu'au 6. Moi, je vous dis pendant toute la saison pluvieuse. Moi, je ne vous donne pas de date. Parce qu'aujourd'hui, là, disons-le, le climat change beaucoup. Le climat change beaucoup.
La météo peut changer. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Énormément attention. Et rendons un hommage au mouvement de Fatmata parce que c'est grâce à Ambico que j'ai reçu le communiqué. Je le partage avec vous. Faisons en sorte vraiment de faire beaucoup attention, hein, les gars. OK? Partagez au maximum et puis que cela puisse nous aider. Merci infiniment. Alors, on va commencer avec l'aide de Dieu. Wow! Alors, je vais vous montrer juste quelques petits exemples hein, avant qu'on ne commence. Voilà, là, vous voyez le travail de Fatmata. Regardez comment ce caniveau-là, regardez l'état de ce caniveau-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, quand vous regardez tout ça, voilà ces gradins qui sont en train de faire ce travail extraordinaire. Alors, vous voyez, alors c'est quelqu'un comme ça là qu'on insulte. On dit la personne fait activité politique, les incultes des ratés dont leur éducation scolaire n'a servi à rien. Ils se font appeler politologues alors qu'ils sont plus nuls que le plus idiot des animaux. Alors, quand vous regardez tout ça, on dit ça c'est la politique. Voilà, regardez ça c'est cette dame qui fait ce travail extraordinaire. Voilà, hein, voilà. Alors, elle le fait chaque fois que nous rentrons dans la zone pluvieuse et elle le fait pour aider, pour soutenir et pour accompagner les riverains pour que nous puissions vivre dans un cadre harmonieux, n'est-ce pas? Et tout ça, ça participe à éviter les inondations. Ça, c'est pas le gouvernement qui le fait. Et là aussi, j'interpelle le gouvernement malien. Le gouvernement doit accompagner cette dame-là, pas en termes d'argent, mais en termes de communication. Parce qu'il faut que le gouvernement, après chaque fois qu'elle passe dans une zone, il faut que le gouvernement ait le courage, pas le gouvernement, en tout cas le ministère en charge de ça, puisse dire ouvertement, attention, le ministère peut organiser des campagnes de sensibilisation. Le mouvement Bico fait. Mais pourquoi le ministère? Et ça, c'est des choses que le Premier ministre n'y voit pas. C'est ça qui me gêne un peu, hein, le Premier ministre. Il est chef du gouvernement. Il applique la politique nationale du président. Est-ce que ça ne rentre pas dans la politique d'Assimi Goïta, qui dit à tout le monde, tous les Maliens peuvent participer. Quand Assimi Goïta il a fait l'ouverture de l'usine de Seydou Keïta, l'ancien capitaine des ZEC, tout le Mali était content. Mais ce que cette femme-là dépense par an, soyons sérieux, c'est des centaines de millions. Pourquoi le Premier ministre, bon, je ne sais pas, peut-être que comme lui-même, si le Premier ministre, sincèrement, veut aider les Maliens là, toujours parler là, c'est bien. On a compris. Mais il y a des choses qui se passent de façon concrète au Mali là. Quelle est la place du Premier ministre? Mais le Premier ministre devait interpeller le ministre en charge ici, là, de la salubrité pour lui d'adaptation. Il y a un travail extraordinaire. Il faut mettre en place une équipe pour sensibiliser. Mais il ne fait pas ça. Puisque c'est dans son entourage, les mauvaises informations sortent pour aller retrouver ce idiot-là, de l'autre côté, pour mentir sur la dame. Ah, monsieur le Premier ministre, franchement, ça aussi, ça c'est votre travail. Monsieur le Premier ministre, voilà, c'est votre travail. Ça participe au bien-être social du pays. Mais vous ne faites rien. Vous ne dites rien. Alors que vous pouvez demander à votre ministre de faire des campagnes ici, dans les différentes zones où on travaille. Ça ne coûte rien. Moi, j'ai dit pour moi, c'est fini. Maintenant, faites ce que vous voulez. Alors, on va commencer d'abord avec ce que l'Algérie dit. Voilà ce que l'Algérie dit après que, à sa frontière, des mercenaires ukrainiens. Quand je vous avais dit à l'époque que le Mali, pas le Mali Safroulay, le Sahel va devenir une zone d'influence qui va décider de l'avenir du monde. Les gens disent, mais celui-là, il raconte sa vie, quoi. Des pays pauvres comme ça, comment ils peuvent décider de l'avenir du monde? Combien de personnes n'ont-ils pas? Même vous qui me suivez là, il y a plein qui vous êtes dit ça dans votre cœur. Et il a même son dessus, il faut arrêter de mentir. Vous avez tous dit ça, d'une manière ou d'une autre. Au moins 80% des gens qui me suivent, vous avez tous douté de ce que j'ai dit. J'ai dit, mais 80%, vous avez douté. Mais aujourd'hui, j'espère que l'honnêteté de chacun peut lui permettre de se remettre en cause et puis se dire, ah, ce que le monsieur a dit, j'avais douté la dernière fois, mais attention, on dirait qu'il a raison. Ce qui se passe dans le Sahel va au-delà de ce que vous croyez que c'est l'AES, ça va au-delà des 3 pays.
Il y a une guerre qui est en train de se transporter de l'Ukraine en Afrique. Et Vladimir Zelensky, le minable, ridicule, le maudit président pervers et comédien, a doublé à cette organisation criminelle appelée OTAN et ses chefs d'État voyous de la communauté dite pays occidentaux. Ils sont en train de tout mettre en place puisqu'ils sont visiblement, ils sont en train de perdre en Ukraine. Regardez très bien. Je vous en prie. Je n'oblige personne à me croire. Mais ce serait malhonnête que chacun refuse de laisser son esprit comprendre ce qu'il y a en jeu. L'échec de l'OTAN et de l'Occident en Ukraine est inévitable. Donald Trump, je l'ai écouté hier dans une interview, il dit qu'il a appelé Zelensky pour lui dire « Cherche rapidement à arrêter cette guerre avant que je n'arrive au pouvoir. » Parce que si j'arrive au pouvoir, peut-être que les concessions que tu peux aujourd'hui avoir, si j'arrive au pouvoir, tu ne les auras pas. Donc, commence à préparer une feuille de route pour arrêter cette guerre. Il y a eu trop de vies humaines qui sont perdues, trop de sang a coulé. Il faut arrêter cette guerre. Tu ne pourras pas battre Poutine. Hitler n'a pas réussi. Hitler était plus puissant que toi. On a tous essayé, on n'a pas réussi. Tu ne pourras pas arrêter cette guerre. Arrête de te blaguer. Tu n'iras nulle part. C'est ce que Donald Trump a dit. Vous ne me croyez pas, je ne demande à personne de me croire. L'interview de Donald Trump est sur YouTube. Si vous ne comprenez pas anglais, demandez à celui qui comprend anglais, il va écouter puis il va vous traduire. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, Zelensky, on a tous entendu, est en train de voir comment il faut mettre un programme de paix en place. Ça, c'est un. Mais l'Occident ne veut pas ça. Puisque Donald Trump, qui va arriver au pouvoir, va arrêter la guerre. Et l'Occident va perdre parce que, avec toutes les sanctions stupides que l'Occident a prises, les sanctions économiques, l'Occident va perdre des milliards. Les entreprises qui ont été ouvertes en Russie, désormais, appartiennent et à l'État russe et aux opérateurs économiques russes qui veulent investir dans ce domaine-là. Donc, Poutine a récupéré tout ça et il a mis sur le marché. Donc, les Chinois, les hindous et d'autres personnes viennent, ils se mettent en partenariat avec les Russes et puis ils achètent l'entreprise avec l'État russe et puis ils commencent à exploiter ça. Mais c'est les Chinois qui ont acheté la plupart des entreprises de construction de véhicules, de voitures. Les Chinois, ils ont acheté beaucoup. Alors, les Européens savent qu'ils sont en train de perdre. Alors, qu'est-ce qu'ils décident? Si on perd en Ukraine, il faut transporter la guerre ailleurs. On ne peut pas perdre aussi en Afrique. Toujours, je vous le dis, n'oubliez jamais ce que le général Leconte a dit. N'oubliez jamais ce que l'ancien ministre de l'économie et des finances de la France a dit. N'oubliez jamais ce qu'ils ont dit. On ne peut pas et on ne doit pas perdre le Sahel. Mais alors, des pays considérés comme pauvres, enclavés, désertiques, des pays à qui vous prétendez apporter l'aide humanitaire, aide au développement, si ces pays-là disent on n'a plus besoin de cet argent, il faut l'investir chez vous, vous en avez plus besoin que nous. Mais quelle est cette idée? On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc en réalité, la vérité n'a jamais été dite sur le Sahel. Pourquoi vous ne pouvez pas? Merci pour le cœur. Pourquoi vous ne pouvez pas? Donc, l'Afrique découvre que tout ce qu'on nous a enseigné dans les manuels scolaires, tout est faux. En d'autres termes, l'éducation, on doit reprendre l'éducation. On doit reprendre la formation. On doit revoir les livres d'histoire que nous enseignons à nos enfants. Parce que rien n'est vrai dans ces livres d'histoire. Ces livres d'histoire, depuis l'école primaire jusqu'au collège, et en passant par l'université, on dit que nous sommes désertiques et pauvres. On nous a fait sortir de la sauvagerie. On nous a amené la lumière quand nous étions dans les ténèbres. En réalité, tout est fou. Tout est fou. Tout est fou. On ne peut pas, on ne peut pas. Comment
quelqu'un qui est pauvre, qui a une charge pour toi et tu dis, je ne peux pas. Mais au nom de quelle loi, toi tu ne peux pas? I really want to know why. What the hell is this? On ne peut pas, vous ne pouvez pas quoi? On est pauvre, on dit d'accord. Moi je suis pauvre. Wow, 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 wow. Je mange mieux que 90% des Français. Je vis mieux que 90% des Occidentaux. Je suis plus à l'aise. Je ne suis pas stressé. Vous savez que le stress, les cheveux blancs, là, souvent le stress appelle ça. Comme c'est un peu crépus, j'ai pas envie de vous montrer. Je mets jamais de yomo ou de trucs noirs dans mes cheveux. Je suis plus à l'aise dans ma tête que 99% des Occidentaux. Je n'ai pas de stress. Je ne suis pas sous pression. Si je veux dormir 10 heures dans la journée, je dors 10 heures dans la journée, je me réveille l'heure que je veux. Vous qui êtes en Occident, est-ce que vous pouvez faire ça? Je répète. La dernière fois, les gens sont venus, ils ont vu, on dit, Keïta, même dans 5 ans, tu pourras même pas finir de porter tout ce que tu es en train d'acheter. Est-ce que tu peux arrêter d'acheter un peu les habits? Parce qu'il n'y a même plus de place. Je dis, non, on va construire une chambre spécialement pour mettre mes habits dedans. Mais tout ça, c'est pourquoi. Je dis, non, c'est un plaisir, c'est tout. Alors, c'est eux qui disent que nous, on est pauvres. Ça fait rire. Quand ces gens-là me voient dans la rue, ils sont complexés. Ces petits blancs devant lesquels vous baissez la tête chez eux. Ici, ils sont complexés. Je rends gloire à Dieu, si c'est une faveur de Dieu, alhamdulillah, que Dieu en fasse autant pour tout le monde. Alors, vous voyez, je vais vous lire encore, on va revenir. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attav, a estimé ce mercredi, c'est-à-dire après l'attaque terroriste, que la crise au Mali devrait être résolue par des moyens politiques et non militaires. Ça, c'est ce que l'Algérie dit. Il n'y a pas de solution militaire au conflit au Mali. C'est un conflit entre frères et la solution est politique, à affirmer. Alors, je m'arrête là un peu. Si vous n'avez pas une connaissance plus ou moins moyenne en histoire, si vous ne comprenez pas ce que signifie la souveraineté, quand vous passez à côté de ce qu'on appelle les valeurs culturelles, sociologiques, les valeurs historiques, des bêtises pareilles peut vous sembler peut-être bonnes. Ah, il n'y a pas de solution dans une guerre. Mais pourquoi ce idiot de ministre des Affaires étrangères? Il dit, mais ce idiot, ce malade de ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, pourquoi il n'a pas dit ça à l'OTAN? Pourquoi il n'a pas dit ça aux États-Unis? Pourquoi on a bombardé la Libye? Les idiots d'Algériens, ils étaient là. C'était la guerre. La solution, c'est pas ça. Pourquoi ils n'ont pas dit, ah non, 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 ne bombardez pas la Libye, c'est entre frères libyens, ils vont s'entendre. Pourquoi les idiots, les bâtards d'Algériens n'ont pas dit ça quand on a tué Muammar Kadhafi? J'ai pas fini. Pourquoi ces mêmes bâtards d'Algériens n'ont pas dit, pourquoi vous attaquez Bachar al-Assad? C'est une crise entre Syriens, ça peut se négocier. Pourquoi ce bâtard de ministre algérien n'a pas dit aux États-Unis, à l'OTAN, attention, le Donbass fait partie de l'Ukraine. C'est une crise entre frères, pas d'armement. C'est un bâtard comme ça là qui va nous donner des conseils. C'est un maudit comme ça là qui va nous donner des conseils. C'est un mal élevé comme ça là qui va nous donner des conseils. Donc moi quand c'est comme ça, je suis désolé. Hein. Ceux qui ne sont pas prêts à entendre qu'il t'a insulté, pardonnez, déconnectez-vous, c'est pas votre place. Parce que quand c'est des bâtards comme ça, il faut que je parle, il faut qu'on m'entende. Ils sont intelligents. Ils vont nous dire ce qu'il faut faire. C'est pas le Mali qui les a aidés à trouver leur indépendance. C'est pas eux qui ont laissé les mercenaires, les criminels, les terroristes passer avec les armes pour venir au Mali. C'est pas eux. Pourquoi ils n'ont pas dit à la DGSE à l'époque,
Le Mali n'a pas besoin de ça, c'est entre frères. Pourquoi toutes ces armes? Entre frères, ils peuvent négocier. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Le jour qu'ils ont ouvert leurs frontières pour que les armes puissent transiter pour venir au Mali, pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pourquoi les terroristes se tuent au Mali, vont se cacher en Algérie, et puis dispentation? Si c'est pour tuer, pour venir vous cacher en Algérie ici, vous ne pouvez pas le faire parce qu'on ne veut pas une base arrière pour vous. Pourquoi ils n'ont jamais dit ça? Bâtard que vous êtes, maudit à 1000 fois que vous êtes, du président algérien au platon de votre gouvernement, vous êtes tous des bâtards en Algérie. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Ils ont traversé votre pays avec des armes lourdes, avec des terroristes pour venir au Mali. Vous avez fait quoi? Rien, zéro. Vous nous dites que la crise va se résoudre de façon chose. Ça, c'est un. Le chef de la diplomatie algérienne a ajouté que l'un des avantages des points positifs de l'accord d'Alger, vous entendez, est qu'il préserve la souveraineté financière, l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali, soulignant que l'abandon de l'accord nuirait à tout acquis. Donc finalement, la réalité, ce n'est pas réellement la négociation entre frères. C'est parce que l'Algérie veut avoir son mot à dire. Parce que l'Algérie n'a jamais accepté. Pourquoi l'accord d'Alger a été abandonné? Alors, vu que l'accord d'Alger a été abandonné, il faut mettre tout en œuvre pour réactiver autant pour moi les conflits armés. Alors, ce que je voudrais dire à ce petit bâtard de ministre algérien, je répète à ce petit bâtard de ministre algérien, je ne cesserai jamais de parce que c'est un bâtard ce gars-là. Ce que je vais dire, je vais pas modérer mes propos. Ceux qui seront gênés, je vous en prie, déconnectez-vous, c'est pas votre place. Ici, ce qu'il faut retenir, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, quelquefois le Maroc, l'Égypte, en un mot, tous ces pays de l'Afrique arabe, le Maghreb africain, ces pays maghrébins, ils ont tendance à croire que le noir africain est un être à dominer, est un être à assujetti, est un être qui est vu comme un esclave. Donc, ils ne nous voient pas réellement, même si dans la diplomatie mensongère, ils essaient d'utiliser des expressions pour nous faire plaisir. En réalité, ils ne nous voient pas comme un égal, mais ils nous voient comme un maître et son esclave. C'est comme ça qu'ils nous voient. À l'exception de la Libye de Muammar Kadhafi. Tout le reste, y compris le Maroc, sont tous des pays racistes, esclavagistes. Et le noir est un sous-être à leurs yeux. Donc l'Algérie ouvre sa frontière pour ses frères arabes. Quand vous regardez, tous les chefs terroristes qui sont hébergés par l'Algérie, il n'y a pas un noir dedans. La Mauritanie, c'est la même chose. Si vous voyez un noir, c'est que ce noir-là, c'est un de leurs officiers supérieurs, c'est celui qui va transmettre les messages aux éléments là, sur le terrain pour mener les actions terroristes. Sinon, la plupart de tous les chefs, donc ils les reçoivent, ils épousent des Algériennes, des Mauritaniennes, ils sont logés dans des villas, des duplex cossus en Algérie et en Mauritanie. Et ils prétendent que nous devons négocier. Négocier sur quelle base? Alors, je vais ramener un peu l'histoire. Je vais vous ramener un peu à l'histoire. Je vais vous ramener un peu à l'histoire. L'Algérie a équipé, entraîné, renseigné et financé les combattants du Sahara occidental. L'Algérie a perdu ce combat. Pourquoi l'Algérie à l'époque n'a pas dit au Maroc, attention, vous êtes frères, pourquoi prendre les armes les uns contre les autres, entendez-vous? Le territoire du Sahara occidental, il y a 3 frontières. La Mauritanie, l'Algérie, le Maroc.
Pourquoi le combat du Sahara occidental a pris du temps? Parce que l'Algérie était la voie d'entrée, armes, munitions et financement de l'Occident. C'est en cela que l'Algérie a maintenu cette relation aussi longtemps. Quant à la Mauritanie ne pouvait plus financer cette guerre. Elle n'avait pas les moyens financiers pour continuer la guerre. Donc la Mauritanie a décidé d'abandonner la partie de son territoire au profit. Parce que le Maroc était en train de combattre trois choses. La Mauritanie, l'Algérie et les Sahraouites, enfin ceux qui sont dans le Sahara occidental. Et c'est le Maroc qui a gagné ce combat-là. Et le Maroc dit que toute personne qui va remettre en cause son autorité sur le Sahara occidental, le Maroc rompt automatiquement toute relation avec cet État-là. C'est maintenant que les États européens ont commencé à reconnaître l'autorité du Maroc sur le Sahara occidental. Ce qui fait que le Maroc et l'Algérie vont rester des éternels opposés, des éternels ennemis. Alors, quand l'Algérie a la grande gueule qui pue la merde, parce que ces Arabes-là, ils sentent mauvais, ils ont la gueule qui pue. Quand l'Algérie est incapable de dire Maroc, tu es mon frère, l'arme ne peut pas résoudre ça. Pourquoi l'Algérie ne va pas dire au Maroc, laissons tomber les armes, taisons les armes, il faut se mettre d'accord. Pourquoi l'Algérie ne va pas vers le Maroc avec une telle proposition? Alors pourquoi c'est vers nous que l'Algérie vient? Parce que l'Algérie veut gagner dans cette histoire. Je vais vous amener à bien comprendre la théorie de ces bâtards d'Algériens, de ces autorités algériennes. Écoutez très bien. Je vous avais dit la dernière fois que l'armée algérienne est un État dans un État. Je répète, l'armée algérienne est un État dans un État. Et aucun pouvoir politique ne peut perdurer en Algérie si tu as des problèmes avec l'armée. Tu es obligé de t'entendre avec l'armée ou bien ton pouvoir est fini. Voilà. Alors, c'est pas fini. Je continue. L'Algérie, pourquoi l'Algérie veut absolument de ce accord d'Alger qui est mort? Si l'Algérie dit, ce n'est pas par la guerre qu'on peut résoudre, mais par la négociation, vous êtes entre vous frères. Pourquoi l'Algérie ne commence pas à reconnaître la souveraineté du Mali de décider la formule de négociation, la formule de discussion? Si, pourquoi cette lecture? Parce que regardez bien ce qui se passe. J'espère que je m'adresse vraiment à une audience vraiment qui est prête à accepter vraiment l'évidence, mais pas accepter la vérité en quoi, selon la vérité de Keïta, mais l'évidence. L'évidence n'est pas forcément la vérité de Keïta, mais la vérité de Keïta peut se fondre dans l'évidence. Donc, à travers ma petite vérité, j'essaie de montrer que chacun puisse comprendre. Il y a une certaine évidence qui est là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je le dis une fois de plus. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vous conseille de regarder plutôt l'évidence que je présente. Si l'évidence n'est pas convaincante pour vous, je vous en prie, déconnectez-vous parce que ce n'est pas votre place. L'évidence, c'est quoi? Voilà un pays qui, par la bouche de son idiot de ministre des Affaires étrangères, un maudit par excellence, il dit que ce n'est pas sur le plan militaire que ça va se résoudre. Vous êtes entre vos frères. Mais entre nos frères, le père des frères, le père des deux frères, c'est le président de la République. Le père dit, voilà vous, mes deux enfants, voilà comment vous devez, parce que je suis votre père et on ne peut pas résoudre votre problème. Pourquoi moi je suis vivant votre père? Vous voulez que quelqu'un d'autre, votre voisin, vous voulez aller régler votre problème, votre querelle chez votre voisin. Venez ici à la maison, vous allez vous asseoir, vous allez discuter et puis vous allez vous entendre. Désormais, vous n'allez plus aller chez les voisins pour discuter. Ça, c'est l'autorité du père que je dis. Et le président est le père de la nation.
Si vous n'êtes pas d'accord avec cette évidence, à cause de Dieu, partez, c'est pas votre place. Je répète, c'est pas votre place. Alors, cette évidence-là, si on la refuse, c'est qu'on est malhonnête. Et cette évidence-là, le bâtard du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie refuse cette évidence. Assimi Goïta est le père de la nation malienne. Assimi Goïta dit, si vous êtes réellement des frères et que vous vous reconnaissez comme enfant du Mali, venez au Mali, on va discuter. Désormais, on n'ira plus discuter sur quelqu'un. Alors, où est ce qui est compliqué? Et puis l'Algérie veut absolument nous ramener. Donc, vous voyez maintenant que, en fait, cette déclaration de l'Algérie démontre à suffisance que c'est l'Algérie qui a orchestré, organisé, planifié l'attaque des terroristes contre les Fabas. Parce que, à peine cette attaque, l'Algérie sort, c'est parce que vous avez refusé les accords d'Alger. Voilà les conséquences des accords d'Alger. Si vous l'aviez accepté, ça ne serait pas arrivé. En fait, donc l'Algérie sort pour montrer au monde entier qu'elle est responsable d'exister. Et en diplomatie, le président Assimi Goïta sait très bien que tout ce que je suis en train de dire est vrai. Parce qu'il a des conseillers certainement qui ont pu analyser les propos du ministre des Affaires étrangères, le bâtard algérien. J'espère qu'ils ont pu analyser. Il est content. Si vous n'avez pas rejeté les accords d'Alger, ceci ne serait pas arrivé. Revenez aux accords d'Alger, ceci n'arrivera plus. Voilà ce que les bâtards d'Algérie nous disent. Mais alors, le président dit, est-ce qu'Assimi a refusé de négocier? Jamais. Il a seulement dit désormais, toutes les négociations se feront au Mali. Mais la situation de l'Algérie, je vais vous amener à mieux comprendre. L'Algérie ne veut pas perdre le gazoduc qu'il a mis en place entre le Nigeria, gazoduc qui va passer par le Niger. Contrairement au Maroc, qui a un autre gazoduc du Nigeria, mais directement au Maroc sans passer par, ça va passer dans le désert. Mais l'Algérie a fait passer pour lui, transiter par le Niger. À l'époque, c'était pas le général Tiani, mais je crois que ça devait être Bazoum ou Issoufou. Alors, pourquoi l'Algérie va acheter le gaz au Nigeria? Parce que le gaz algérien est fini. L'Algérie se dit, je vais acheter le gaz à le Nigeria, puisque je vais mettre un gazoduc qui va passer par le Niger. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Donc, j'aurai la possibilité désormais de pouvoir acheter le pétrole nigérien et malien à un vil prix. Donc, puisque je fais déjà passer mon gazoduc au Niger, le prix qu'ils vont me proposer sera un prix avantageux, puisque je permets au Niger de pouvoir prélever les droits de passage du gaz sur le territoire nigérien. Donc, je vais faire, le Niger pourra faire un prélèvement. Donc, le Niger aura de l'argent dans sa caisse. Mais en même temps, puisque je sais qu'il y a des potentialités de pétrole, donc, désormais, puisque déjà j'ai pu avoir cette collaboration avec le Niger, je pourrais exploiter le pétrole nigérien à mon avantage. Et si j'ai la rébellion dans ma poche et que je mène les négociations, donc je pourrais avoir sur le pétrole malien, puisqu'on va exiger. Pourquoi l'Algérie insiste sur les accords d'Alger? Parce que l'Algérie voit les potentiels énergétiques dans le nord du Mali. Et qu'elle va venir avec des financiers, les gros moyens, dire que nous pouvons vous aider, nous pouvons faire le financement. Et prendre à 2-3% avec le Mali, et puis s'enrichir sur le dos du Mali. C'est pourquoi l'Algérie refuse. Et l'Algérie ne veut pas, l'Algérie veut faire tout pour que le Mali revienne forcément aux accords d'Alger. Puisque dans cet accord-là, l'Algérie fait la part belle aux rebelles. Alors, si elle arrive à conclure cet accord, donc l'Algérie aura 100% la même mise sur les ressources énergétiques du Mali. Voilà. Et si l'Algérie a ça, c'est l'Europe qui a ça. L'Europe ne viendra pas. Mais l'Union européenne va acheter directement avec l'Algérie au lieu d'acheter directement avec le Mali. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est la raison pour laquelle l'Algérie fera tout ce qui est à son possible pour rendre cette région instable, pour éviter son exploitation.
Ça, c'est une évidence que chacun doit comprendre. Si vous n'avez pas compris, je suis désolé. Celui qui n'a pas compris à cause de Dieu, il y a d'autres directs à marcher, aller regarder, parce que c'est pas ta place. Maintenant, quel a été, après, ça c'est ce que le ministre, le ministre des Affaires étrangères algérien a dit, c'est pas ça? Alors, voilà ce que l'AES répond au ministre. Dans un communiqué rendu public ce mardi 30 juin, l'état-major général des armées du Mali informe que, conformément à la solidarité entre les États membres de la Confédération des États du Sahel, AES, et en application du mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle de l'AES, les forces armées maliennes, FAMA, en collaboration avec les forces armées du Burkina Faso, ont débuté une campagne aérienne dans le secteur de Tanzouaten. Donc l'Algérie, vous rappelez très bien, je vous avais dit quoi? Je vous dis quel est le sens d'avoir une architecture de défense commune, mutuelle, et que le Mali se livre à une telle patrouille d'envergure sans soutien aérien de la part de ces deux pays frères. C'est comme si la parole de Keïta, Dieu a mis ça dans l'oreille de nos autorités. Je vous dis, on se promène ensemble, on n'a pas même pu. Wow, ça c'est pas Keïta. Keïta parle et puis c'est l'intellect qu'il touche. Keïta parle et puis touche le sens commun de ceux qui ont la responsabilité de la gestion de nos États. Keïta peut être dur, il peut insulter. Quand il estime nécessaire, il va insulter. Sans détour, sans vergogne, sans retenue. Mais en même temps, Dieu permet aussi que ce qu'il dit puisse aller là où ça doit aller. Je m'étais révolté, vous êtes tous témoins. Pourquoi le Mali n'a pas demandé le soutien de ces deux pays frères? La réponse n'a pas tardé. Selon le communiqué, cette campagne vise à sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tinzouatend et ses environs contre la coalition de terroristes auteurs d'exactions et d'abus de tout genre. Alors ici, c'est sans surprise que les forces armées maliennes ont engagé les combats pour déloger les groupes terroristes basés à Tinzouatend après un retrait stratégique le 27 juillet dernier. Les forces maliennes sont revenues cette fois avec... ça c'est fort. Aïe, pourquoi vous me fatiguez comme ça? Ça me fatigue, attendez. Selon le communiqué dans ce sens, les objectifs précis, de haute valeur, y compris des caches, des dépôts logistiques et des véhicules ont été ciblés, précise le communiqué de l'armée malienne. Ensuite, l'état-major général des armées invite la population civile dans le secteur à se tenir à distance des positions occupées par les groupes armés terroristes pour prévenir tout dommage collatéraux durant cette opération. Alors, ce qui est là pour le moment, l'armée burkinabé a envoyé des vecteurs aériens, drones, avions de combat, avec des unités d'élite pour appuyer l'armée malienne, vu que nous sommes confrontés à un terrorisme international avec le soutien de l'Algérie et de l'Ukraine. Mais ça, c'est ce qui concerne l'AES. Alors, du côté de la Russie, Vladimir Poutine a vu la mort de ses citoyens russes qui collaborent avec l'armée malienne. Vladimir Poutine a vu cela comme un affront, une humiliation. Tout à l'heure, j'étais arrêté chez mon ami pharmacien pour acheter un peu les trucs de Gaussou, là, comme il est en vacances. Alors, il me disait, quelles sont les nouvelles de la localité de Tanzouatel, là, je crois. J'ai dit, bon, je sais que l'armée est en train de se réorganiser. Il dit, ça a commencé, j'ai dit, comment ça? Il paraît que je n'ai pas encore vu l'information, mais je parle sous cette... Alors, il a dit, merci beaucoup à toi, Ahmed. Ahmed Depoy, merci beaucoup à toi. Moi, je n'ai pas dit le nom des Ivoiriens pour ne pas qu'on vous fatigue en Côte d'Ivoire. Donc, ne vous fâchez pas. Je vois vos trucs, mais je préfère souvent ne pas lire, quoi. Sinon, ils vont vous fatiguer après. Alors, donc, vous voyez, il m'a dit que la Russie a envoyé des Sukhoi 35 et puis des radars antimissiles. Bon, il a donné la liste d'un certain nombre que beaucoup de choses, comment on appelle ça, de conteneurs
et plein d'armes sont arrivées. Je dis, bon, je n'ai pas encore vu, mais parce que aussi c'est un défi qui a été lancé, parce que Poutine a compris que la guerre qui est en train de se conclure en Ukraine, ils vont essayer de transporter cette guerre dans le Sahel. Puisqu'ils n'ont pas pu vaincre la Russie en Ukraine, ils vont tenter maintenant de vaincre la Russie dans le Sahel. Donc, forcément que Poutine prend ça comme une affaire personnelle. Même si nous disons on peut gérer, Poutine peut dire vous pouvez gérer, je n'en disconviens pas. Mais ceci devient une affaire personnelle. Parce que je ne voudrais pas que leur échec en Ukraine les pousse à s'organiser et venir soutenir le terrorisme dans vos pays. Je ne vais pas l'accepter, je ne vais pas le tolérer. Donc, c'est une évidence, puisque la Russie aussi a perdu des éléments. Ceux qui patrouillaient avec nos forces armées. Donc, c'est une réponse claire de la Russie, et la Russie a décidé d'entrer pleinement dans la danse. Plus d'experts vont arriver, avec encore plus de satellites qui seront tournés vers le Mali, pour avoir des informations précises en temps réel. Des armes stratégiques de haute portée et de grande précision seront apportées pour porter un coup fatal. Je vous avais dit que l'Algérie avait aussi menacé la Russie de faire un choix entre le Mali et l'Algérie. Je vous avais dit ça la dernière fois. Donc la Russie a compris que l'Algérie a décidé de porter main forte à l'Ukraine, demander à des mercenaires ukrainiens de venir appuyer les terroristes dans le Sahel contre le Mali. Ce n'est pas contre le Mali, c'est contre l'AES en un mot. Parce que dans le Sahel, on a compris une chose. Si les gens s'attaquent à nous impunément, ils seront encouragés à s'attaquer au Niger et au Burkina. Vous avez vu ces temps-ci, je n'ai jamais parlé des attaques terroristes au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour parler des attaques au Togo. Jusqu'à ce que le Togo définisse clairement sa feuille de route par rapport au Sahel. Le Bénin, je m'en fous. Il y a beaucoup de gens qui vont en parler. Ça ne m'intéresse pas. Parce que vous avez un président, il a le plus idiot de tous les présidents. Alors, je ne parle pas. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Le nord de la Côte d'Ivoire est en train d'être transformé en base militaire. Tous les jours, je vois les Ivoiriens qui font des postes qui en parlent. Mais nous, on n'en parle pas. Parce que vous savez, moi, je suis à la lettre ce que le président Assimi Goïta m'a demandé personnellement. Il dit, fais en sorte de ne pas être une aide pour les ennemis du Mali Keïta. Ne sois pas une aide pour les ennemis du Mali Keïta. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez être clair? Ne relaie pas, ne publie pas, ne parle pas des ennemis du Mali pendant tes interventions. Je dis, Monsieur le Président, c'est compris, je ne le ferai pas. C'est pourquoi je ne le fais pas. Alors, je ne voudrais pas que cela vous gêne parce que mon président me l'a demandé personnellement. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne parlerai jamais de nos ennemis. Mais quand je parle, même quand je parle, vous avez vu la dernière fois comment j'ai parlé de leur attaque complexe contre nos hommes. J'ai parlé de sorte que nos forces armées comprennent bien qu'il faut travailler désormais avec l'agence de la météorologie Mali. Pour que nos soldats, quand ils se déplacent, ils savent exactement dans telle zone, voilà ce que sera la météo. Pour ne pas te surprendre comme ça a été la dernière fois. Et qu'ils mettent aussi en avant l'acquisition des drones. Et que les drones supervisent chaque déplacement de nos forces armées. Voilà ce que je fais. Et là, je ne suis d'aucune aide ici pour les terroristes. Au contraire, je demande à nos forces armées de mettre certains avantages à leur profit, c'est tout. On a l'avantage d'avoir une agence de météo, on a l'avantage d'avoir des drones. Il faut les mettre au service de l'armée. C'est tout. Alors, vous voyez, donc, les Algériens sont contents de ce que nous avons subi. Parce que, c'est vrai, on a enregistré tellement de victoires qu'il y a des éléments qui nous ont échappé. Il faut être honnête. On a enregistré tellement de victoires que ces éléments nous ont échappé. Mais ces éléments qui nous ont échappé, c'est pas un seul élément. Il y a beaucoup d'éléments qui nous ont échappé. Parce qu'on n'a pas vu les mercenaires ukrainiens arriver avec les drones.
On n'a pas vu ça venir. Merci pour le doigt, pour le pouce. On n'a pas vu les mercenaires ukrainiens arriver dans le Sahel. Pas l'Algérie. La même Algérie qui a permis aux terroristes et aux rebelles de traverser sa frontière avec les armes libyennes pour venir déstabiliser le nord du Mali. C'est la même Algérie qui a permis aux mercenaires ukrainiens de venir avec leur expertise et leurs drones dans le Sahel pour porter main forte aux terroristes contre les forces armées du Mali. Et c'est cette idiote d'Algérie, ces bâtards d'Algériens qui nous disent que nous devons retourner à la table de négociation avec les accords d'Alger. Les accords d'Alger sont déchirés. On n'en a plus besoin. On n'en fera plus jamais cas au Mali. Alors cet idiot de ministre avec sa gueule qui pue la merde là, il aurait dû respecter le président Assimi Goïta. Voilà un ministre bâtard là qui ne respecte pas le président Goïta qui dit désormais toutes les négociations se feront au Mali. Désormais, le dialogue intermalien est mis sur pied. Alors pourquoi lui, il ne reconnaît pas ce dialogue intermalien? Pourquoi il nous demande de retourner aux accords d'Alger alors que Nodi n'a plus d'accord d'Alger? Maintenant, c'est un dialogue intermalien. Donc, ça veut dire que voilà quelqu'un qui prétend dire qu'il faut aller désormais avec la négociation, mais qui refuse de reconnaître la plateforme nationale de négociation qui a été mise en place par les assises nationales et par le président de la République. Donc, la souveraineté du Mali de décider par lui-même comment négocier, l'Algérie dit on s'en fout, il faut revenir sur la table comme nous le souhaitons. Parce que l'Algérie pense que c'est le Sahara occidental. L'Algérie veut faire sa volonté. Monsieur le Président de l'AES, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre de la Défense, monsieur le Premier ministre, voilà cette Algérie-là qui vous tend la main et par moment vous serrez la main de l'Algérie. L'Algérie devait être un sacrilège. L'Algérie devait être un État banni même de notre langage. L'Algérie devait être banni même de notre vision. On doit ignorer l'Algérie. Et tuer tous les rebelles. Tuer tous les rebelles, sans exception. Les tuer jusqu'aux portes d'Alger. Et si l'Algérie est garçon, l'Algérie n'a qu'à entrer au Mali. On va les tuer jusqu'en Algérie. Aucun ne sera épargné. On doit arrêter de s'amuser. On doit arrêter de s'amuser. Ce pays-là ne veut pas le bien du Mali, l'Algérie. Parce que l'Algérie voit les ressources. Vous croyez que l'Algérie n'a pas eu l'idée des ressources du Mali, dans le Sahel? Vous croyez que l'Algérie sait? C'est pourquoi l'Algérie, en faisant passer le gazoduc du Nigeria au Niger et Alger, c'est parce que l'Algérie a vu gros. Mais le Maroc, soucieux et respectueux de la souveraineté des pays dans le Sahel, le Maroc ne l'a pas fait. Mais l'Algérie veut amadouer, veut blaguer. C'est comme la femme, tu es mariée, tu viens blaguer, sortir par-ci, sortir par-là, bijoux par-ci, voiture par-là, jusqu'à ce que tu puisses l'épouser. C'est ce que l'Algérie veut faire. Elle vient avec ces mensonges-là, elle vient essayer de nous berner, voilà ça, voilà ça. Et puis, déjà, tu dis, ok, déjà, je vous ai fait une faveur, vous percevez, je pourrais passer ailleurs, hein, mais je pourrais éviter le Niger. Mais pourquoi je fais passer au Niger? Parce que je vais vous faire gagner l'argent. Donc, j'ai besoin de votre... Alors, si j'ai votre gaz, vous allez gagner 2, 3, 4 fois plus. Voilà le plan. Mais une fois que l'Algérie va mettre la main sur les ressources du Niger, l'Algérie va grignoter aussi au Mali. Puisque c'est elle qui aurait été à la base des accords d'Alger avec les rebelles. Vous croyez que c'est pour rien que l'Algérie ne veut pas se retirer? Tout cas que c'est pour rien. L'Algérie va continuer à financer jusqu'à ce qu'on tue jusqu'au dernier terroriste à la frontière algérienne. Tant qu'on ne va pas les massacrer pour que l'Algérie comprenne la puissance de feu, elle ne va pas s'arrêter. Et Dieu merci. Alors, il est aujourd'hui la puissance de feu que nous avons vécue. Le Burkina et le Mali, de concert, ont décidé de craser les terroristes jusqu'au dernier. Et la puissance de feu qui s'est abattue sur les terroristes, ils n'ont pas compris parce que pour eux, là, mais ils ont oublié une chose, ce que l'armée du Mali a dit. Il y a une phrase dans le communiqué qui a été dite. Si vous voulez, je peux vous faire réécouter le communiqué. Je vais vous faire écouter le communiqué une dernière fois.
Le corps général des armées informe l'opinion nationale que les femmes ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d'Inafarak et de Tizawaten. C'est dans ce cadre que les femmes ont pris le contrôle de la localité d'Inafarak située à 122 km au nord-est de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Inafarak, le cap est mis sur Tizawaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, et dans laquelle les GAT sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du Nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur... Alors, c'est pourquoi je répète une dernière fois, on va étape par étape, je répète une dernière fois, je demande à l'état-major des forces armées du Mali. Je demande au ministre de la Défense, Sadio Kamara, le colonel Sadio Kamara, d'instruire le chef d'état-major des forces armées, le chef des opérations, de faire en sorte de travailler au quotidien avec l'agence de météo Mali. Il faut que les soldats soient au quotidien, qu'ils soient informés des bulletins quotidiens de la météo, qu'ils sachent à chaque instant où ils se trouvent, voilà les conditions de la météo à tel endroit. Je demande cela au ministre Sadio, au chef d'État, à l'état-major des forces armées, pardon, de faire en sorte de pouvoir travailler avec vraiment l'agence de la météo. C'est important. Ça permettra de sauver des vies. Ça permettra à nos forces armées de pouvoir s'adapter par rapport à l'évolution du climat. Et de faire en sorte que les drones acquis, les drones de surveillance, que toutes les patrouilles, vous n'avez qu'à regarder, je vais vous donner un exemple. Regardez souvent les films américains, là, les Navy Seals. Chaque fois, quand il y a une patrouille, il y a toujours un drone qui accompagne. Toujours. Il y a toujours un drone qui accompagne les patrouilles. Les patrouilles ne se déplacent jamais sans drone de surveillance. Je ne sais pas pourquoi au Mali, avec tous les drones qu'on a, on ne peut pas faire ça. Comment les gens peuvent sortir? C'est pas parce que vous avez gagné un combat que ce qui est devant sera identique à ce que vous avez vécu. Devant, les conditions seront différentes parce que l'ennemi va se rendre compte que vous avez une puissance de feu, donc il va s'organiser pour vous attendre. Mais si vous avez un drone de surveillance, déjà vous voyez l'ennemi à des kilomètres, avant même que le convoi n'arrive, avant même que la patrouille n'arrive, à des kilomètres déjà. L'information vous dit, attention, préparez-vous, il y a une embuscade de voie qui vous attend. Mais c'est à ça que servent les drones de surveillance. Ça, à cause de Dieu, il faut demander à l'état-major vraiment les pertes en vie humaines qu'on a vécues ces derniers temps. Franchement, que ce soit la dernière fois qu'ils mettent les drones à profit, que les drones soient opérationnels 24 heures sur 24 chaque fois que l'armée doit sortir. À cause de Dieu. C'est à cause de ça qu'on a acheté les drones. Pourquoi les drones vont rester là et puis les soldats vont se faire massacrer? Alors que les drones auraient pu donner des informations, puisque les drones ont des caméras infrarouges avec des hautes précisions. À des kilomètres, les drones peuvent, dans les nuages, on ne les voit même pas. Ils sont dans les nuages, tu ne les vois même pas. Mais ils sont là, mais ils vont filmer. Ils vous envoient les images dans les centres d'opération, que tout ce que envoie ça au chef d'opération sur le terrain pour dire attention, puisque quand vous vous déplacez, vous avez une tablette. La tablette est connectée au centre d'opération. Donc, le centre d'opération vous dit attention, les drones ont détecté l'ennemi d'attaque. Donc, en fonction de la tablette que vous avez tout de suite, vous vous planifiez, vous vous organisez. Et puis, vous déjouez tout de suite l'embuscade de l'ennemi, vous le neutralisez. C'est terminé. Je ne suis pas militaire, mais ça, c'est des choses quand même que je me suis forcé à comprendre parce que j'aime beaucoup les films d'espionnage. J'aime beaucoup les documentaires. J'aime aller dans les écoles pour comprendre certaines choses. Si je le parle avec aisance, ce n'est pas du tout compliqué. Vous avez le matériel. Aujourd'hui, le monde, c'est le digital, c'est le numérique. J'ai dit, si la Russie, et d'ailleurs, on n'a même pas besoin même de dire que... Regardons la Russie. Regardez l'exploit. Pourquoi la Russie est en train de gagner? Parce que la Russie travaille les drones.
quand les soldats ukrainiens planifient une attaque déjà, le drone russe a dit, oh, avant que les Ukrainiens comprennent ce qui leur arrive, ils sont tous au repos éternel. Déjà, un missile vient les frapper tous, de là où ils sont. Le missile vient les enterrer. Ça dit que les soldats même n'ont même pas besoin de tirer une balle. Déjà, quand le drone voit la position, le drone transmet tout de suite la position géographique. Avec, ils font les calculs, ils rentrent les paramétrages, et puis là, ils vont larguer le missile va les abattre. Voilà comment la Russie est en train de gagner la guerre. Sans perdre autant de soldats. Parce qu'elle a perdu beaucoup de soldats, la Russie. Et c'est quand elle s'est réorganisée, elle a mis maintenant les drones en avant. Depuis que la Russie utilise les drones, moi je peux dire que la Russie perd moins. Les Ukrainiens, c'est eux qui meurent en cascade. N'en déplaise les images fallacieuses, les montages qu'ils font là, pour montrer qu'ils sont assez faux. Les Russes ne vont même pas souvent sur le terrain. Les militaires russes là, c'est quand les drones finissent de neutraliser les gens, les quelques rescapés là, c'est là que les militaires viennent. Les militaires, les soldats russes ne sont jamais en première ligne. Ce sont les drones et les missiles. Mais est-ce que le Mali ne peut pas faire ça? C'est notre partenaire, on travaille avec eux. Et c'est ça qui a fait mal à Poutine. Poutine n'a pas compris pourquoi ces hommes travaillent comme ça, ils sont sortis comme ça le Mali, sans utiliser les drones. Et ça, je sais pas quelle discussion ils ont eu, mais je suis sûr que ça n'a pas été facile. Même le président Assimi Goïta, certainement, est très énervé. Il va pas venir le montrer devant tout le monde, Sadio est très énervé. Mais comment vous pouvez sortir sans les drones? Comment vous pouvez faire ça? Même si vous gagnez des victoires, utilisez les drones. Pourquoi les drones n'ont pas été utilisés? C'est la question. Aux États-Unis, par exemple, le Congrès va appeler le ministre de la Défense pour dire, mais pourquoi, ou le chef d'état-major des forces armées, avec le chef des opérations. Tu dis, pourquoi vous n'avez pas utilisé les drones? Vous allez expliquer. Ça, c'est aux États-Unis. Il le faut. Parce que les moyens sont disponibles. Si les ressources sont là, il faut les utiliser. Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes regroupés dans une coalition opportuniste comprenant les GS et le GSIM ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité Fama a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée de renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisée par la prise de contrôle d'Inafarak. Nos soldats engagés dans cette opération d'envergure ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons. Alors, une analyse détaillée pour en tirer toutes les leçons, c'est à cela que je voulais arriver. Vous avez bien entendu. Alors, c'est en cela que le Burkina est entré dans le jeu. La Russie a envoyé des équipements, c'est l'information qu'on m'a donnée. Je n'ai pas encore vu les images pour attester cela. On m'a dit que la Russie a fait parvenir beaucoup d'armes au Mali ces dernières heures-là. Je n'ai pas vu. Donc, je ne peux pas confirmer. En tout cas, il paraîtrait, donc je préfère dire, il paraîtrait que des armes sont arrivées. Si vous avez ces informations-là, vous connaissez mon numéro, vous pouvez m'envoyer ces images. En tout cas, personnellement, je ne l'ai pas. Si Bachili est là, vous pouvez me faire parvenir ces images-là. Alors donc, ce qu'il faut retenir, et ce qui est fondamental, le Mali a pris pleinement conscience du danger. Et l'armée a décidé de se réorganiser. Et je crois bien que comment vous dire ça, la coalition, dans ce cadre précis, a été activée. Et jusque-là, ce qui se passait avant
c'était le partage d'informations. Le Mali pouvait surveiller avec ses drones des activités terroristes à la frontière du Burkina. Et le Mali transmet ces images-là au centre d'opération des forces armées du Burkina, qui prend la relève avec ses propres drones de surveillance. C'est là que vous voyez, après il y a les bombardements. Mais c'est la première fois en ce qui me concerne, peut-être qu'il y en a eu, je ne sais pas, je parle toujours de ce que je connais, que c'est la première fois que les forces mixtes soient engagées en même temps. Ça veut dire quoi? Que les forces armées maliennes, avec les avions de combat, les drones de combat, l'armée du Burkina Faso, avec les avions de combat, les drones de combat, que soient engagés. Le Niger, je crois, je ne sais pas si le Niger, après avoir entré dans la danse, mais en tout cas, je crois hier ou avant-hier, ce sont les deux armées, Mali, Burkina, avec leurs vecteurs et drones, qui sont allés pulvériser toute la région où se trouvaient les terroristes. Ils ont tout détruit. L'aviation du Mali et l'aviation du Burkina Faso. Ils ont tout pulvérisé, sans exception. Sans exception. Et c'est ce communiqué que je vous ai lu tout à l'heure, en vous disant que, dans un communiqué rendu public ce mardi, l'état-major général du Mali informe que, conformément à la solidarité entre les États membres du Sahel, donc il y a eu cette opération conjointe entre les forces armées du Mali et du Burkina. Donc les vecteurs aériens et drones ont participé au combat. Les drones ont fait la reconnaissance, ont transmis les images et les chasseurs burkinabés et maliens sont entrés en danse. Tout ce qu'il y a comme dépôt, tout ce qu'il y a comme logistique, tout ce qu'il y a comme cache d'armes qui ont été identifiés par les images de drones ont été pulvérisés sans donner la chance à un seul être vivant de pouvoir s'en sortir. Ils ne s'y attendaient pas. Les gens pensaient certainement que quand on dit il y a une architecture de défense commune, les gens ont cru que c'est une déclaration comme ça. Ce que la CEDEAO n'a jamais pu faire, le Mali et le Burkina viennent de le réaliser. Jamais la CEDEAO n'a réussi à mettre en place une force aussi rapide, avec précision et professionnalisme, réaliser des opérations. Jamais la CEDEAO n'a pu le faire. Ils vont te dire, il faut mettre la logistique, il faut chercher l'argent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous, on a déjà la logistique, on a déjà les moyens, on a déjà les hommes, on a déjà les équipages, on a déjà les logiciels. Les avions sont là, les drones sont là. Les gens pensaient que quand on dit on va le faire, les gens pensent que il y aura une préparation spéciale. Alors que ça, c'est des choses qui ont été déjà faites. Vous avez vu à plusieurs reprises le ministre Sadio Kamara et le chef d'état-major du Mali, le Burkina se rendent au Mali, et ça faut les se rendre au Burkina, au Niger, Burkina, Niger. Ils ont travaillé sur toute la logistique, ils travaillent sur toutes les, c'est-à-dire en cas de réaction rapide, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas de situation d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tous les scénarios ont été analysés. Tous les scénarios sont passés au pain fait. Donc, c'est ce qui a expliqué la rapidité avec laquelle le Burkina est rentré dans la danse. Il y a eu coordination tout de suite. Le Burkina, les avions du Burkina, ils sont venus avec le Mali, ils ont décollé, ils sont allés directement vers l'ennemi. Mais, croyez-moi, comme le président Assimi Goïta l'a dit, il dit Keïta, est-ce que, quand les terroristes ont les tués, est-ce qu'ils montrent les images de leurs hommes? Il dit non, il dit, mais pourquoi nous, chez nous, les gens le font? Donc, ne montrez jamais. Ils vont jamais vous montrer les images de ce qu'on a fait. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui est sur le terrain qui peut dire qu'il a filmé. Parce que ça, c'était des frappes aériennes. Faut pas l'oublier. C'est pas un combat de soldats et de soldats. Non, ce sont des frappes aériennes. Peut-être que des troupes, des paracommandos, certainement ont été largués, je ne sais pas, mais ce que je sais pour le moment, ce sont des frappes aériennes. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'image, peut-être, c'est pas surprenant, c'est tout à fait naturel. Si, d'ailleurs, le combat, si moi je m'en souviens, c'est ce que les terroristes, eux, les rebelles, c'est eux qui publiaient leurs images. Mais nous, on n'a pas publié d'images à l'exception de notre communiqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que, gloire à Dieu, les forces armées sont prêtes à travailler ensemble pour traquer. Le général l'a dit. Il n'y aura pas de repos pour les terroristes. Et l'illustration parfaite, l'exemple parfait, la collaboration parfaite vient d'être donnée. Les forces armées maliennes et burkinabées ont mené des opérations aériennes simultanées
sur les terroristes. Vous n'allez pas entendre France 24, RFI, TV5 ou toutes ces merdes à parler. Mais il nous revient le droit d'en parler et d'informer. Donc c'est une fierté pour nous, c'est un honneur pour nous que de voir une telle prouesse entre nos forces armées. Je pense que l'Algérie a compris le message. Et c'est la réponse que l'AES a apportée à l'Algérie. Quand l'Algérie veut forcer le Mali à retourner aux accords d'Alger, l'AES dit à l'Algérie, tu as menti, le Mali n'est plus seul dans ce combat. Désormais, le Mali a 2 alliés de poids qui l'accompagnent dans ce combat. Et c'est là que l'Algérie a compris sa douleur. Et c'est là qu'ils ont compris. Maintenant, ils peuvent s'organiser comme ils veulent. Parce que le Niger va dire, je suis pas content. Le Niger va dire, je suis pas content. Pourquoi vous êtes allés sans moi? Alors, donc, imaginez que nos 3 forces armées, avec une puissance de feu, se lèvent contre le terrorisme à la frontière algérienne. Les bombardements vont réveiller même le président algérien dans son sommeil. Les bombardements vont réveiller le ministre des Forces armées, le chef d'état-major de l'armée algérienne. J'ai dit, ce qui s'est passé là, hein? Ce qui s'est passé hier là, c'est ils ont compris. Les avions qui sont allés bombarder jusqu'à la frontière algérienne, et là encore c'était 2, c'est-à-dire le Mali et le Burkina. J'ai pas dit 2 avions, je vais dire, c'était 2 flottes, Mali et Burkina. Donc, le Niger va dire, mais pourquoi vous m'avez laissé derrière? Il fallait m'appeler. Le Niger va dire, pourquoi vous m'avez laissé derrière? Il fallait m'appeler. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on a compris maintenant que les gens veulent transposer une guerre. L'échec de l'Occident, de l'OTAN en Ukraine, ils veulent la transposer. On a compris donc. On prie. Les armes que nous allons recevoir, je souhaite qu'on n'utilise pas ces armes-là. Parce que quand on va larguer une de ces bombes à la frontière de l'Algérie, Alger même le palais du président même à Alger, il va trembler. L'Algérie, parce que cette alliance-là, l'Algérie veut faire si comme elle n'existait pas. Parce que c'est pas dans son intérêt. L'Algérie, il n'y a plus de choses, comment vous le dites ça? Les gaz là, pétrole, ah bah non, c'est en train de finir. C'est en train de finir. Donc, il faut absolument que l'Algérie fasse revenir. Et cette guerre-là, c'est pas seulement la guerre de l'Algérie. L'Union européenne est dedans. Le soutien au terrorisme est financé par l'Union européenne à travers l'Algérie. Je répète, le soutien du terrorisme à la frontière algérienne est financé par l'Union européenne à travers l'Algérie. Parce que le combat de l'Algérie, c'est le combat de l'Union européenne, c'est-à-dire le combat des ressources naturelles, gaz, pétrole, qui se trouve. Le Mali est vierge. Le Mali est comme une fille vierge. Est-ce que vous comprenez? Le sous-sol malien, je ne parle pas de l'or. En ce qui concerne les gaz, pétrole, uranium et autres minéraux, le Mali est complètement vierge, n'a jamais été exploité ni exploré. Ils savent ce que regorge le sous-sol malien dans le nord. Ce combat-là, l'Algérie le porte au nom de l'Union européenne et au nom de sa propre survie. Mais c'est terminé. On a compris le jeu. C'est pourquoi je demande à nos ministres de faire attention avec le jeu des bâtards algériens, parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Je répète, c'est des bâtards les Algériens. Ils ne sont pas dignes de confiance. Je l'ai dit par le passé. Ils sont en train d'attaquer le directeur. Je l'ai dit par le passé, je n'ai pas été écouté. Je l'ai dit par le passé, on ne m'a pas écouté. J'ai dit, n'étendons pas la main à l'Algérie. L'Algérie est un État voyou. L'Algérie ne respecte rien. L'Algérie n'a aucune considération pour nos États. Sinon, comment un ministre idiot peut venir nous parler des accords d'Alger alors que le président Assimi Goïta a demandé une assise nationale pour trouver la bonne formule par rapport au dialogue intermalien. Si l'Algérie respectait ne serait-ce que la souveraineté du Mali et la voix du président, l'Algérie jamais n'aurait dû parler de retour aux accords d'Alger. Donc l'Algérie reconnaît qu'elle est
à l'œuvre de ce qui est passé. Elle est responsable. C'est elle qui a planifié, c'est elle qui a soutenu, c'est elle qui a financé cette attaque contre les forces armées. Parce qu'elle veut obliger le Mali à revenir sur la table avec les accords d'Alger. Quelque chose que le président Assimi Goïta a déjà dit non. Désormais, ce sont des accords intermaliens, accords d'Alger, c'est terminé. On n'ira plus parler de ce qui concerne le Mali dans un autre pays. Et l'Algérie dit, je m'en fous de ce que vous décidez, je vais vous obliger parce que les terroristes, là, je vais continuer à les habiller, à les financer, à les armer, à les orienter, à les encourager, à les renseigner contre le Mali. Bon. Avant, c'était le Mali. Maintenant, c'est l'AES. Je crois que vous avez goûté à la puissance de feu de Burkina et du Mali. Et là encore, le Niger n'est pas entré en danse. Priez Dieu que la prochaine fois, le Niger n'entre pas en danse. Nous allons signer sur l'ensemble du territoire du Mali. Les 1 240 000 km² nous appartiennent. Pas un centimètre ne sera concédé à qui que ce soit. Même chose pour le Niger, même chose pour le Burkina. Aujourd'hui, c'était le Mali-Burkina. Demain, ce sera toute la coalition Mali, Burkina, Niger. J'espère que vous êtes prêts pour attendre la puissance de feu. Bande de boutons idiots que vous êtes. Pourquoi vous êtes aussi méchants que ça, Algérie? Est-ce qu'on a... Nous, on met notre bouche dans votre affaire. Je viens de voir encore, vous avez rapatrié votre ambassadeur de la... Tout ça, c'est des conneries. Je demande aux autorités maliennes, ne vous laissez jamais berner par les bêtises de l'Algérie. Rappel d'ambassadeur, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Je répète, l'Algérie, c'est un État dans un État. L'armée algérienne est un État dans l'État algérien. Je répète, l'armée algérienne est un État dans l'État algérien. C'est la même chose. Le Vatican est un État dans l'État italien. C'est la même chose avec l'armée algérienne. Le véritable pouvoir, c'est l'armée algérienne. C'est pas ces petits politiciens que vous regardez, qui n'ont aucune autorité, aucun pouvoir. Le vrai pouvoir, ce sont les militaires en Algérie. Et c'est eux là qui refusent. C'est eux là qui veulent pas accepter. C'est eux qui financent le terrorisme. C'est eux qui soutiennent le terrorisme. Je crois que le message qu'on a envoyé, par la grâce de Dieu, ils ont entendu de façon claire et nette. On va plus s'amuser. On va pas vous permettre de venir jouer à cette bêtise chez nous. Alors, évidemment que je reviens encore sur le dernier conseil. Faites beaucoup attention, la météo n'est pas vraiment bonne ces temps-ci. Il y aura des pluies diluviennes, il y aura des inondations. Et le conseil que je peux donner, que je souhaite donner, chaque fois que le mouvement BICOP passe dans une localité, dans une commune, pour nettoyer, pour déblayer, faites un effort pour faire en sorte que les caniveaux qui ont été dégagés, n'allez plus jeter les ordures dedans. Si vous êtes riverain d'un caniveau dégagé, nettoyé, faites en sorte que les gens ne viennent plus jeter les ordures dedans. J'aurais souhaité que le gouvernement lui-même commence à communiquer et exiger que les gens évitent d'aller jeter les ordures dans les caniveaux. Parce que la dame, elle fait ce travail-là. Il faut que le gouvernement aussi fasse de la sensibilisation. Alors, leur thème, une fois de plus, a échoué, son devoir patriotique. Leur thème peut faire un petit document pour encourager les Maliens à ne plus jeter les ordures dans les caniveaux. Ils sont déjà nettoyés, vidés par le groupe Touli, le mouvement Bico, que de s'asseoir là et puis nous faire de n'importe quoi, au lieu de sensibiliser les Maliens à prendre conscience de ce qu'il y a. Alors, la chose la plus importante, le Mali ne va jamais céder au chantage de l'Algérie. L'AES est à la hauteur des enjeux et transporter l'échec de l'OTAN, de l'Ukraine dans le Sahel, l'Algérie qui tend la main aux mercenaires ukrainiens pour appuyer les terroristes dans le Sahel, même si Poutine a pris
la mesure du danger, nous sommes prêts à relever le défi. On ne retournera jamais aux accords d'Alger, c'est terminé. On ne retournera jamais aux accords d'Alger. Et tous les terroristes qui ne comprennent pas grand-chose, vous êtes tous des futurs locataires de l'enfer, parce que vous serez envoyés au repos éternel. Et le repos éternel, l'expression est même un peu trop... On va vous envoyer dans la flamme éternelle et non le repos éternel. On va vous envoyer, vous les terroristes, dans la flamme éternelle. Aucun ne sera épargné. Aucun.